Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le pré. Donc je voudrais remercier, il y a quelques jours j'ai fait le déplacement dans le Finistère à Quimperlé. Je voudrais remercier Éric Saint-Illan pour Quimperlé Décidons Ensemble, Marie-France Mahot pour l'association collégiale des citoyens libres qui m'ont invité à un débat à Quimperlé dans le Finistère, où il y avait Yves-Marie Lelay, président de l'association de défense de la nature contre les algues vertes dans les Côtes d'Armor, auteur de plusieurs ouvrages, Algues vertes, un scandale d'État, Les marées vertes tuent aussi, aux éditions Erol. Il y avait également monsieur Nicolas Forêt, secrétaire général de Eaux et Rivières de Bretagne, qui en 2019 avait fêté ici même le 50e anniversaire de l'association et qui depuis 1969 mobilise sur le sujet de la qualité de l'eau en Bretagne. Donc il était présent à la tribune, avec moi-même et avec un collègue agriculteur que je salue également, Camille Guillou, agriculteur en retraite à Gourin dans le Morbihan, qui a été syndicaliste, qui a également été à la Chambre d'agriculture et qui dénonce, qui est auteur des Seigneurs de la Terre aux éditions Albin Michel et qui était présent et qui est intervenu dans la salle. Donc, débat très constructif. Alors, comme d'habitude, le temps est toujours limité parce que, bon, c'est normal, hein, il y a eu des très beaux échanges avec la parole à la salle, une salle bien remplie. Donc cette vidéo, je vais essayer de faire un complément de ce qu'on n'a pas pu tout dire, car on ne peut jamais tout dire. Donc j'ai notamment beaucoup mis en avant les schémas de l'agroalimentaire français et de la place que pouvaient avoir les multinationales liées à la FNSEA en France, en Europe et dans le monde, notamment, surtout, à travers Unigrain, Invivo et le groupe Avril, mais pas que, l'importance du groupe Bigard, l'importance du groupe LDC, de la Cooperl, etc. Et pourquoi c'était important? Alors c'était important parce que souvent, je l'ai dit en début d'intervention, les gens peuvent se tromper de cible. Alors il peut y avoir des désaccords entre nous dans la population, et les gens essayent d'opposer certaines personnes de la société civile que certains appellent les écologistes. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire parce qu'il y a des gens qui étaient dans la salle qui n'étaient pas écologistes, qui venaient là à titre d'information, qui venaient là parce que demain ils veulent avoir, ils n'ont pas forcément envie d'avoir des algues vertes, ils veulent avoir de l'eau de bonne qualité, donc ils n'ont pas tous l'étiquette écologiste. Il peut y avoir des gens qui mangent plus de viande, il peut y avoir des gens qui pour X raisons commence à s'alerter de la situation et voit les dégâts que peut faire l'agriculture industrielle sur la nature. C'est la raison pour laquelle j'ai été invité, j'ai accepté l'invitation, car j'ai bien insisté sur le fait que les agriculteurs ne sont pas responsables, et c'est là qu'est le piège, c'est d'opposer les agriculteurs à certains citoyens qui auraient l'étiquette d'écologiste ou d'extrémiste. Alors même s'il peut y avoir des désaccords, hein, et comme dans tous les mouvements, il peut y avoir des gens qui passent à des actes extrêmes et qui sont condamnables, comme on condamne tous les manifestants agricoles qui s'en vont faire de la casse dans des structures. Ça c'est bien évidemment, on est bien tous d'accord là-dessus. Mais là l'enjeu il n'est pas là. Je me suis déplacé parce que j'ai voulu montrer aux gens, dans le 29, comme dans mon département, comme dans tous les départements, j'ai exprimé surtout de ne pas se diviser, essayer de créer un regroupement de mouvements, chacun garde ses mouvements, chacun garde son identité, mais si on peut converger ensemble pour essayer d'améliorer le système, arrêter que les paysans soient de la chair à canon, comme les salariés des grands groupes sont de la chair à canon. Et ce qui m'intéressait de mettre en avant lors de ce déplacement, c'est la financiarisation de l'économie. Et c'est la raison pour laquelle je me suis déplacé bien au-delà des petites polémiques qu'il peut y avoir, où des gens se montent les uns contre les autres sur le terrain, que ça soit un Quimperlé dans les algues vertes ou que ça soit sur d'autres sujets.
Et j'embraye tout de suite sur les enjeux, les deux enjeux qui pour moi passent bien au-dessus des combats locaux où des fois ça vole très bas et les gens n'acceptent plus de dialoguer ensemble parce qu'ils ont des accords, un est écologiste, l'autre est paysan. Pour moi, ça, on passe à côté du sujet. Le vrai sujet, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme dans ce modèle économique mondialisé, la destruction d'une partie de la nature, on le voit bien ici avec les algues vertes, ça peut être ailleurs, avec la création de bassines gigantesques qui ne sont pas forcément toujours justifiées. L'irrigation, oui, mais pas dans n'importe quelle condition. Ça peut être le développement à outrance des phytosanitaires qui, bien sûr, on le sait, ont développé des cancers chez des agriculteurs et pas que chez des agriculteurs. Donc c'est un sujet tout ça global. Et ce sujet global, il est mené non pas par les écologistes, non pas par nous les paysans, nous là-dedans on n'est pas grand-chose, il est mené par la financiarisation avec des multinationales, parfois quelques milliardaires privés à la tête ou des coopératives géantes. Donc je commence pour vous citer deux sujets qui sont complètement liés et qui sont quand même un peu rigolos si on veut rigoler. Vous avez vu que la FNSEA et nos organisations françaises, voire même certains groupes européens, ils demandent l'arrêt de l'exportation des poulets ukrainiens vers la France, vers l'Europe. Je vous mets tout ça en lien et je vais juste vous dire les paragraphes importants. Après, vous avez le temps de lire, je vous les mets en lien. Le roi du poulet ukrainien fait trembler le coq gaulois. C'est un beau titre, ça. Pour soutenir l'économie ukrainienne, la Commission européenne exonère à titre provisoire de droits de douane les importations de poulets en provenance de ce pays. Pour les Français, le choc est rude. Donc vous voyez, ils sont contre que le poulet ukrainien envahisse, c'est arrivé pendant la crise, la grippe aviaire chez nous. Donc des coups de bec qui font mal, l'Europe a renouvelé un accord qui exonère des droits de douane le groupe MHP, le roi du poulet ukrainien. Donc à la tête d'un empire agro-industriel intégré avec des usines, mais aussi 360 000 hectares de riches terres à blé, Yuri Kusisku, qui avait en 2018 tenté de reprendre le groupe Doux, le groupe français Doux, il avait essayé de le reprendre, bénéficie de vents porteurs. Donc vous lirez la suite, c'est un géant de l'agroalimentaire, comme on a chez nous les géants, on a nos géants à nous, et donc les géants se battent entre eux, toujours dans le même sens, et j'en ai parlé lors de cette intervention-là, qui a été filmée, et vous verrez les vidéos, en montant au capital du groupe Casino, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, et en rachetant Editis, le magnat tchèque des médias étend son empire dans la distribution et l'édition, ciblant des secteurs en difficulté ou sous-cotés. Donc c'est monsieur Daniel Kretinsky, un milliardaire tchèque. Donc ce milliardaire tchèque, c'est un homme d'affaires d'origine tchèque, a frappé un grand coup. Sa société OP Global Commerce vient de proposer au distributeur Casino, dont il est déjà actionnaire, une augmentation de capital de 1,1 milliard d'euros qui pourrait mener à un changement du contrôle du groupe. Voilà. Donc, ce milliardaire tchèque, tout à l'heure je vous ai parlé du milliardaire ukrainien pour le poulet, maintenant c'est le milliardaire tchèque, en 2019, pour prendre quelques petits exemples, il finalise la reprise des activités françaises de l'énergéticien allemand Uniper, rebaptisé Gazelle Énergie. Depuis, l'empereur du charbon, c'est le surnom qu'il a gagné, achète des centrales à charbon en France, à Saint-Avold en Moselle et à Gardanne les Bouches-du-Rhône, mais aussi 2 parcs solaires et 6 parcs éoliens. L'énergie reste sa poule aux odeurs
en 2021, sa holding EPH a engrangé près de 19 milliards de chiffre d'affaires, dont 2 milliards pour le seul marché français. Ensuite, je vais terminer par les médias. Vous lirez la différence. Tous les paragraphes que je ne vous ai pas lus, parce que c'est long, assez long. Daniel Kretinsky prend ensuite la main sur les parts que possède le financier Mathieu Pigasse. Alors Mathieu Pigasse, c'est celui qui a fait un attelage avec Xavier Niel et Alexandre Zouhari et avec la FNSEA, le groupe Invivo. Voyez, nous, la FNSEA, et avec Niel, Pigasse, Zouhari et bien d'autres. Hein. Donc là, il rentre actionnaire du quotidien du Monde, Daniel Kretinsky. Cette arrivée fera grand bruit au sein de la rédaction, qui est opposée. Elle impose finalement que tout changement de contrôle de la direction du Monde, le journal Le Monde, soit soumise à un droit d'agrément, c'est-à-dire un droit de veto de tous les actionnaires du journal afin de garantir son indépendance éditoriale. En janvier 2022, ce francophile auto-revendiqué annonce un prêt de 15 millions d'euros sans condition pour renflouer les caisses de Libération. Mais quelques mois plus tard, la société des rédacteurs du magazine Marianne l'accuse d'ingérence, affirmant qu'il a tenté de modifier la une du journal en faveur et alors candidat à la présidentielle Emmanuel Macron, qu'il avait donné des faveurs à Emmanuel Macron. Il y avait notamment Natacha Polony qui avait réagi à l'époque, je m'en souviens très bien. Donc l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, si vous voulez, c'est pour ça que je me suis déplacé dans le 29, c'est que moi j'avais compris déjà depuis quelques années, pas depuis 20 ans, mais depuis au moins une dizaine d'années, qu'il y en avait qui manipulaient les paysans et qui faisaient se battre des paysans contre quelques écologistes, contre quelques animalistes, contre un voisin qui a tort et qui vient accuser à tort un agriculteur qui est en train de désherber sa parcelle ou qui est en train d'épandre son fumier ou qui est en train de soigner des vaches parce que ça sent mauvais, parce que soi-disant on polluerait. Ou, par exemple, les vaches pètent, donc elles polluent la planète. Tout ça, réfléchissez bien, c'est de la manipulation. L'enjeu, il est bien loin d'être là. L'enjeu, il est dans ce que je viens de vous dire. Et ce que je viens de vous dire, la réponse, c'est la charte de la Havane. Parce que la charte de la Havane, elle empêche le roi du poulet ukrainien. Elle empêche Daniel Kretinsky, qui va mettre sous pression les journalistes dans les rédactions, qui va aller à contre-courant du monde salarié, à contre-courant des paysans, j'en parle pas. Traité de libre-échange, on est à 2 morts par jour chez nous, et il y a autant de suicides dans les autres pays où il y a des paysans. Donc l'enjeu, bien sûr que c'est la charte de la Havane. C'est la coopération entre les États. Il y a environ une dizaine de pays. Ça peut varier suivant les années. Ça peut être 15 grands maximum, mais ça peut être aussi que 7 ou 8, qui ont vocation à avoir une souveraineté de façon durable sur des grandes productions. Je pense notamment au blé, le lait, les grandes productions, les fruits et légumes, et qui peuvent exporter un peu chaque année. Il n'y en a qu'une dizaine. Et l'enjeu, il est là, parce qu'aujourd'hui, grâce à ces plateformes, grâce à ces milliardaires, grâce à ces multinationales de la FNSEA ou autres, parce que sur le continent brésilien, le principe est le même. Ces oligopoles qui se sont créés travaillent sur un prix, travaillent sur la théorie de Ricardo des coûts comparatifs, sur un prix du libre-échange et une concurrence exacerbée qui va mettre sous pression les paysans, mais aussi les salariés. Il ne faut pas l'oublier, aussi les salariés. Parce que ça consiste à la mutualisation des prix et des salaires pour mettre toujours de la pression, de la productivité pour arriver à un moindre coût pour qu'eux, ils puissent développer leurs outils, racheter, gagner des parts de marché, faire des bénéfices. Et ils peuvent même se racheter et se revendre entre eux ou scinder des parts de société. Parce que même entre eux, ils se recèdent des sociétés. Donc la réponse à ça, c'est bien la charte de la Havane. Vous allez me dire, elle n'existe pas. Non, elle a été plus ou moins abrogée le 24 mars 1948 par le Sénat américain, mais par moment, elle existe.
Je vais vous prendre un exemple. Elle existe, mais elle n'est pas officielle. Elle vient d'arriver, elle vient d'exister. C'est une méthode type charte de La Havane, bien sûr, qui n'est pas dans la Constitution, mais qui est un réflexe des chefs d'État et de gouvernement qui ont du courage. Je dis bien qui ont du courage. C'est ce qui vient de se passer avec le blé ukrainien. Ben vous savez, il y a des pays qui ont refusé, qui ont dit nous on bloquera les bateaux, on bloquera les routes, on ne veut pas du blé ukrainien. Ça s'appelle la Hongrie, ça s'appelle la Slovaquie, ça s'appelle la Pologne. Il y a plusieurs pays qui ont dit nous on refuse le blé ukrainien. On refuse ce modèle de libre-échange. Stop au suicide de nos agriculteurs. Parce que ce blé ukrainien, il vient faire du dumping sur les pays avoisinants. Et il vient tuer les paysans. Donc, bizarre, l'Europe a donné une dérogation. Certes, jusqu'au mois de septembre. Mais ils leur ont donné une dérogation. Donc le blé n'est pas rentré. Et bien c'est ça la charte de La Havane. La charte de La Havane, c'est la réciprocité des États. C'est la primauté du politique sur l'économique. C'est la primauté de gens bien sûr sérieux, honnêtes, pas des gens qui détournent des fonds et qui viennent à des fins personnelles prendre le pouvoir pour s'enrichir personnellement. Parce que là, du coup, on s'en sort pas. Mais c'est la primauté du politique sur l'économique. Ça veut dire que ça soit le roi du poulet, que ça soit Daniel Kretinsky, que ça soit les oligopoles de la FNSEA qui exploitent les paysans à travers le monde, peu importe. Là, il n'y a pas de divergence à faire. Que les milliardaires soient italiens, belges, des bras du syndicat ou peu importe, là, c'est fini. Charte de La Havane, il n'y a pas de spéculation. C'est la coopération entre les États. Il n'y a pas de droit de douane. Il n'y a pas de droit de douane. Il y a la reconnaissance des travailleurs. Il y a la reconnaissance du coût social par pays. Il n'y en a pas d'autre solution. Donc, réveillons-nous. Vous voyez que des chefs d'État, au coup par coup, utilisent la technique de la charte de La Havane. Ils ne peuvent probablement pas la tenir sur le long terme parce qu'il y a une pression terrible de tout ce qui est géopolitique via l'OTAN, via les Américains, via tout ça. On dit, oh là là, les gens qui s'opposent à ça, c'est des dictateurs, c'est des populistes, ils veulent remonter des frontières, des murs. Non, c'est le contraire. La charte de La Havane, il n'y a aucune frontière. Il n'y a pas besoin de monter des murs. C'est de la coopération. Simplement, on coupe les oligopoles, on coupe les gens qui sont derrière des ordinateurs et qui revendent une dizaine de fois le blé et qui spéculent en permanence. Tout ça, c'est terminé. Alors évidemment que ces gens-là, ils ont pris de la puissance au fil du temps. Ils se sont installés auprès des décideurs politiques, notamment chez nous pour ce qui nous concerne au niveau européen. Ils sont rentrés partout dans les parlements européens et autour du Parlement européen et ils dictent leur politique aux pays de la zone euro. Voilà la vérité. Voilà où on en est arrivé. Bon. Donc je vous demande de méditer. Encore une fois, merci aux gens qui m'ont invité en Bretagne de ces associations, hein, puisqu'on ne partage pas forcément toujours les mêmes opinions sur tous les sujets, mais on a au moins le mérite de se rassembler et de voir que la globalisation de l'économie détruit les paysans, détruit la nature, détruit d'une certaine façon aussi nos emplois, la masse salariale, parce que cette théorie de Ricardo des coûts comparatifs, en permanence, nous met en compétition. Donc j'étais dans un lieu où il y avait beaucoup la production porcine. Est-ce qu'il faut arrêter la production porcine? Bien sûr que non. Mais le modèle agricole, il faut le répartir de façon différente. Il ne faut pas le concentrer sur des zones comme il a été concentré. On a des zones partout en France où il n'y a plus d'élevage et les terrains manquent de biodiversité, manquent d'humus. Il faut répartir l'élevage sur le territoire et ne pas le concentrer dans des zones comme on l'a concentré, bien sûr au service des industries agroalimentaires qui, ça leur permet de collecter sur un petit noyau et encore d'améliorer leur performance pour essayer de se battre contre le roi du poulet ou contre un autre. C'est la course infernale, hein, qui va jusqu'à détruire la santé des gens. Donc c'est bien le modèle économique qui nous détruit. Hein. Ne nous trompons pas de cible, essayons de part et d'autre, que ce soit les écologistes ou les agriculteurs,
Faisons preuve d'intelligence, faisons preuve d'intelligence. Même si on a des divergences sur certains sujets, soyons intelligents pour voir où sont les enjeux. Et qui tire bénéfice de cette situation? C'est ni les agriculteurs, alors là surtout pas les éleveurs, ni les écologistes bien sûr, ni la population, ni le maire de la commune qui était présent, ni les élus, tout ça. Ça ne bénéficie à personne, ça ne bénéficie qu'à une petite poignée qui en permanence vont faire des profits énormes, vont détruire la nature et vont le faire sur l'ensemble de la planète. Ça n'a rien à voir avec uniquement la Bretagne. Il n'y a pas que la Bretagne qui est concernée par ça, par les algues vertes ou la destruction de la nature. C'est ce modèle économique poussé à bout qui est en roue libre et qui n'a plus de limite et qui va nous emmener dans le mur. Donc il faut dire stop, et le stop, c'est la charte de La Havane, et ça passe par des chefs d'État et de gouvernement courageux. J'ose espérer qu'il en existe ou qu'il va en exister demain. À bientôt.